Bonjour à tous, bonjour à tous. Ravi de vous avoir pour ce webinaire Maria Talks. Comment donner envie et motiver vos collaborateurs à se former. Merci de nous avoir rejoints. N'hésitez pas, connectez-vous, mettez-vous à l'aise. On va commencer dans quelques instants. Et, euh, et voilà, donc si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Sentez-vous à l'aise. Dites-nous, voilà, je vois qu'il y a déjà du chat. Voilà, vous pouvez vous présenter dans le chat aussi, nous dire qui vous êtes, ce qui vous intéresse, si vous avez des questions spécifiques que vous aimeriez nous poser. Donc, n'hésitez surtout pas à nous faire savoir d'où vous nous rejoignez aujourd'hui et à utiliser le chat tout au long de ce webinaire pour poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas. On est là pour ça, on est là pour répondre à vos questions. Alors, je m'appelle Svenja, j'ai fait plein de choses, j'ai exploré pas mal de pratiques pédagogiques innovantes, que ce soit dans des entreprises, que ce soit dans des universités. J'ai étudié la façon d'apprendre, apprendre à apprendre, mais aussi apprendre de façon la plus efficace possible. Donc, j'ai travaillé avec pas mal aussi de chercheurs en sciences cognitives, en neurosciences, et j'ai aidé pas mal de startups à se créer et à se lancer dans le domaine de la formation et de l'éducation. Donc, je suis la fondatrice d'EdTech France, qui est donc un réseau de startups en France qui crée des outils pour l'éducation et la formation, des outils digitaux. Et j'ai créé l'Alliance EdTech européenne, qui est le pendant européen et qui représente aujourd'hui près de 2500 startups dans toute l'Europe qui développent des outils innovants pour l'éducation et la formation. Et donc, je suis aussi formatrice chez Maria Schools. J'ai cet honneur-là. Je vous parlerai un peu plus tard des programmes de Maria Schools, notamment sur le learning destiné aux professionnels du L&D. Donc voilà, je suis absolument ravie d'être là et merci à vous de nous avoir rejoints. J'aimerais vous présenter maintenant Johanna. Johanna qui est chez Saint-Gobain, qui fait des merveilles chez Saint-Gobain. Moi, je la suis depuis longtemps. Et donc, je suis absolument ravie que tu sois là avec nous aujourd'hui, Johanna. Et ma première question, c'est que tu nous parles un petit peu de ton parcours, qui est quand même assez atypique, que tu nous parles de ton parcours, de ta carrière, comment tu en es arrivé, là où tu en es aujourd'hui et quel est ton rôle chez Saint-Gobain. Bon, ben, merci Svenja, merci de m'inviter à être là. Merci aussi de me faire découvrir le Love Learning. J'ai trouvé le concept génial. Moi, je suis super passionnée du learning, donc je suis super ravie maintenant d'être connectée avec ce réseau. Bon, mon parcours. D'abord, mon parcours, tu l'as dit, hein, c'est assez atypique. Moi, je suis ingénieure chimique, donc je pensais que j'allais passer ma vie dans un labo. Donc, c'était ma première passion, la blouse blanche. Et je suis arrivée chez Saint-Gobain il y a à peu près 25 ans. Et mes premiers métiers, évidemment, c'était un lien avec ma formation de base. J'ai commencé par la R&D. Après, j'ai fait aussi une spécialisation dans la qualité. Donc, j'ai travaillé dans la direction HS et qualité. Après, j'ai passé au marketing. Après, je suis venue en France. Vous voyez de mon accent, il vient du Portugal. Je suis de Lisbonne, où j'ai travaillé au début chez Saint-Gobain. Et donc, un jour, on m'a proposé de venir en France. Et donc, j'ai embrassé cette aventure et je suis venue en France travailler dans le marketing. Donc, rien à voir. J'ai fait du marketing quelques années. Après, j'ai fait de la gestion internationale de projets. Et puis, tout ce que je vous raconte là, ça s'est passé à peu près dans les premières 12 ans de ma vie professionnelle. Donc, à cette époque, j'ai changé de métier à peu près toutes les 2 ans. Et puis, en 2008, normalement, de manière temporaire, on m'a proposé une mission, c'était de prendre en charge la formation internationale dans le business pour lequel je travaillais à l'époque, la formation internationale dans le marketing. Et c'était quelque chose qui devrait être temporaire parce que mon collègue qui gérait ça partait à la retraite de manière soudaine. Et voilà, je me suis passionnée de ce domaine et aujourd'hui, 15 ans plus tard, je suis toujours dans la formation. Génial, génial. Parmi tous les métiers que j'ai fait avant, je pense que j'ai trouvé mon compte, peut-être l'autosatisfaction. Génial. Voilà. Et tu étais chez Weber, c'est ça? Tu étais chez Weber pendant un temps, qui est une filiale du groupe Saint-Gobain. Et maintenant, tu es à l'université Saint-Gobain, déléguée de l'université, n'est-ce pas, de Saint-Gobain.
Oui, bon, mon poste, je ne suis pas, il y a une personne qui est le VP directeur de Saint-Gobain University, Valérie Gervais, donc je n'ai pas la responsabilité totale de Saint-Gobain University. Saint-Gobain University, c'est un département de Learning and Development central pour Saint-Gobain, dont on essaie de donner un peu les tuyaux pour le développement des compétences des gens chez Saint-Gobain de manière globale dans tous les business, dans tous les pays. Aujourd'hui, dans cette équipe, j'ai 2 casquettes. Une, c'est je suis en charge de notre offre globale monde pour le domaine de marketing, sales and product development. Et l'autre, c'est que je suis en charge d'un format spécial que nous avons, c'est Unicampus. Et je pense que plus tard, tu veux qu'on en parle sur Unicampus. Tout à fait, tout à fait. On va rentrer dans le vif du sujet, Johanna. Donner envie, motiver, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Et j'ai pas mal réfléchi en préparant ce webinaire. C'est vrai que pour moi, ça passe par 3 grandes étapes. L'avant, le pendant et l'après. L'avant, c'est comment communiquer de façon efficace sur les actions de formation que l'on mène. Pour ça, est-ce que tu aurais des tips, des bonnes pratiques de communication en amont à nous partager? Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que font tes équipes pour donner envie aux gens de participer à vos actions de formation? Alors, je vais peut-être partager, Svenja, ma première pensée quand tu m'as invité à participer aujourd'hui. Je me suis dit, oh, moi, t'es sûre? Parce que sur ce sujet, j'ai souvent l'impression qu'on ne fait pas assez. Et donc, je pense qu'on a tous un peu cette impression on devrait faire mieux. Et voilà, je pense souvent à ça. Souvent, on me dit, bah, vous communiquez bien, mais je pense qu'on peut toujours faire mieux sur ce domaine. Pour moi, une des outils les plus importants, et c'est quelque chose dans lequel j'investis beaucoup d'efforts, efforts intellectuels, efforts à travailler avec des personnes spécialisées dans le sujet, et donc du coup aussi même un budget, c'est la vidéo. Je trouve que la vidéo peut vraiment jouer un rôle important quand nous voulons toucher, en tout cas dans un cas comme le mien, où l'objectif c'est de toucher le monde entier dans tous les business où Saint-Gobain est présent, c'est très grand. Donc, c'est très difficile de diffuser internement l'information. Et je ne sais pas si c'est toujours que les gens aient envie, mais c'est aussi qu'ils aient l'information. Donc, pour nous, il y a cette démarche de la difficulté d'accéder, d'avoir un gros haut-parleur. Donc, je mise beaucoup sur l'envie qu'on donne à ceux qui nous écoutent, puisque je sais au départ que je ne vais pas réussir à toucher tout mon public. Et donc, la vidéo, du coup, je trouve que c'est une bonne manière de toucher les gens. J'essaie de faire des vidéos qui sont très dynamiques, qui sont engageantes, qui montrent un peu l'ambiance, les émotions, de ce que les gens peuvent vivre quand ils font quelque chose avec nous. Dans mes vidéos, j'hésite pas à faire un peu de l'humeur, de mettre un peu des passages parfois un peu décalés, parce que je trouve que ça attire la curiosité de comprendre mieux et de rester connecté. Donc, je dirais que la première chose pour moi, c'est la vidéo. Après, il y a peut-être une autre chose que je fais beaucoup d'efforts et que parfois mes interlocuteurs disent que c'est trop d'efforts pour peu, mais je suis persuadée que c'est important. C'est les noms. Je donne beaucoup d'importance aux mots. Donc, les noms des cours, les noms des événements, les noms des activités. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir de manière à que les noms soient très attirants. Donc, parfois, il y a des noms des cours qu'on regarde. Les formateurs, ils veulent tellement faire bien qu'il a tellement de mots pour décrire quelque chose que c'est difficile à comprendre où on va aller. Donc, moi, je dirais que le choix des mots, un tout, pour moi, le nom du département Unicampus a été très réfléchi. Le nom de toutes les activités que nous faisons, au-delà du nom du cours en soi, c'est vraiment quelque chose que je pense que c'est important. C'est essentiel et ça se voit que tu es une marketeuse dans l'âme. Bah non, c'est fini ce que je vous ai dit. Donc Non, mais ça se voit que tu es passé par le marketing, quoi, parce que c'est vrai que c'est extrêmement important. Je pense que les équipes L&D oublient qu'une partie de leur job, c'est de faire du marketing, quoi, et vraiment d'être des bons marketeurs. Et c'est juste essentiel. Enfin, c'est juste essentiel d'exceller aussi dans le marketing. Et c'est vrai qu'Unicampus, c'est un nom que tu as trouvé, que je trouve absolument génial, qui résonne bien. Et en fait, voilà,
on sent que ça a été pensé, quoi. Et maintenant, c'est un mot qui résonne chez plein de collaborateurs du groupe. J'espère. Après, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la composition marketing. Il y a aussi les thématiques choisies. Je pense que là, du coup, c'est super important. Moi, j'essaie de renouveler constamment l'offre et d'être sûr que nous avons des thématiques qui sont vraiment alignées avec la stratégie du moment, avec les tendances, ce qui se passe en ce moment dans le monde, quelles sont les préoccupations de nos collaborateurs. Ça, j'essaie de faire beaucoup de veille et être sûr que nous avons toujours des cours qui sont en lien avec ça. Parfois, il y a une tendance qui arrive et on n'arrive pas tout de suite à concevoir un cours lié à ce sujet. Mais on peut au moins regarder dans les cours existants comment faire pour amener un tout petit peu d'amélioration au cours pour le lier à ces sujets problématiques du moment et parfois même aller jusqu'au changement du titre du cours. Donc, les thématiques, pour moi, c'est aussi super important. Et après, pour moi, je peux ajouter une chose de plus à l'envie. C'est dans le style de la communication. Moi, je pense qu'on peut faire beaucoup d'efforts aussi dans la manière dont on communique. Nous, le style des événements sont très liés à passer des bons moments, à la joie, au bonheur, à la convivialité. Et du coup, je ne le cache pas dans le style de la communication que nous faisons parce que je pense que donner envie, c'est aussi donner envie aux gens de penser qu'ils vont passer un bon moment. Et il y a tellement des choses ennuyantes qui se passent dans ce monde que je pense qu'attirer les gens avec une touche de joie et convivialité dans nos communications, ça aide énormément. C'est hyper important. Et c'est vrai que tu le fais très bien et tu vas nous expliquer un petit peu. C'est le sens de ma prochaine question, c'est le pendant de la formation. Il s'agit de concevoir finalement une expérience apprenante qui soit engageante, qui soit motivante pour donner envie pendant la formation. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tes années d'expérience t'ont appris quant au design pédagogique d'une action de formation qui est réussie? Parfois, j'ai des collègues qui me contactent pour échanger à ce sujet. Je suis toujours dans l'embarras quand il y a cette question. Parce qu'en fait, moi, mon obsession, c'est de créer des expériences qui marquent. Donc, j'essaie de produire quelque chose avec une très haute qualité et je pense qu'il n'y a pas une seule réponse à cette question. Comment faire? Il n'y a pas une seule question. Moi, ce qui me va un peu dans les tripes, bon, c'est peut-être parce que je suis chimiste, hein, j'aime les formules. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, on va concevoir une formule qui est la formule pour la conception des cours Unicampus. Et la formule des cours Unicampus est conçue de 3 ingrédients. Et donc, c'est 20% de théorie, 40% de pratique et 40% de partage d'expérience. Donc, j'essaie de convaincre mes formateurs à ne pas passer toute la durée d'un cours à partager des concepts théoriques, la partie conceptuelle. Ça, on peut aussi le diffuser, on peut écrire des jolies notes et envoyer aux gens. Donc, ça, c'est ma première réflexion, mais je pense que nous sommes nombreux à penser ça. Donc, c'est cette notion de passer beaucoup de temps à partager. Quand on réunit des adultes autour d'une thématique, les adultes sont là, ce sont des professionnels qui connaissent déjà quelque chose sur le sujet. Une fois, je faisais un cours il s'appelait « How to be a Product Manager ». Et j'ai eu un participant qui avait 30 ans d'expérience. Moi, j'étais chef produit pendant 3 ans dans ma vie et j'étais là en train de faire un cours sur ce sujet. Et je suis sûre que ça nous arrive à tous qui font de la formation. En général, un adulte, quand il arrive à une formation, il a déjà une expérience vécue sur le sujet. Donc, je pense qu'il est vraiment important de se donner le temps pour le partage d'expérience, pour que ce soit les gens qui partagent aussi leur expérience et non seulement les formateurs. Moi, j'apprends énormément. Parfois, on me demande, est-ce que tu ne t'ennuies pas de faire le même cours tout le temps? J'ai certains cours que je fais assez régulièrement. Non, ça ne m'ennuie pas parce que je grandis à chaque fois, j'apprends énormément avec les participants. C'est génial. Mais bon. Du pair à pair. Et ce qui est assez extraordinaire chez Saint-Gobain, si je me souviens bien, c'est que vous n'avez pas de formateurs externes. Vous avez des formateurs internes que vous formez à devenir formateurs, quoi. Vous les formez à devenir pédagogues. Et donc, vous capitalisez sur les talents
que vous avez en interne et vous demandez à ces talents-là de partager leur expérience et de créer finalement un cadre où d'autres vont pouvoir aussi partager leur propre expérience. C'est pas tout Saint-Gobain. À Saint-Gobain University, nous travaillons beaucoup avec des excellents experts internes. Heureusement, on ne fait pas tout avec que de l'interne. Par contre, le petit format Unicampus que je gère, ça oui, c'est exclusivement pour le moment fait avec des internes. Donc, nous avons un groupe comme le nôtre, nous avons une grande expertise. Il y a des experts dans plein de domaines. Nous avons des équipes centrales chez Saint-Gobain avec des collègues qui connaissent les meilleures pratiques dans leur domaine. Donc, ce sont eux les formateurs qui travaillent avec moi chez Unicampus. Bah, oui, pardon. J'allais te parler, je ne sais pas si ça t'intéresse, j'ai une formule, encore la chimie, hein, donc j'ai une formule avec six ingrédients que j'essaie de les convaincre. Donc, je fais la formation de ces formateurs. Et donc, en général, j'essaie de les convaincre. J'allais partager ces ingrédients. Je ne sais pas si c'est intéressant. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, bah, voilà. Alors, pour moi, ce que je crois beaucoup, c'est ce que je leur dis tout le temps. Ils passent beaucoup de temps à réfléchir au contenu du slide. À qu'est-ce qu'on va dire dans la formation pour que le contenu soit parfait. Bien sûr, il faut avoir de la richesse du contenu. Il faut que le contenu soit là. Mais en fait, je pense que la qualité du contenu ne garantit pas que la formation soit quelque chose que les gens ne vont pas oublier. En fait, moi, mon drive, c'est que je pense que l'expérience que les gens vont vivre, il est peut-être si important, voire plus, que la profondeur du contenu. Parfois, c'est mieux de faire beaucoup moins et ancrer bien les sujets que de passer un temps énorme à discuter les petits détails du contenu. Moi, j'ai beaucoup de formations, par exemple, dans le domaine de la R&D. Donc, les chercheurs, les ingénieurs, ils vont vouloir tout parfait du point de vue technique. Et là, c'est un grand champ de bataille. Et donc, j'essaie de les convaincre de 6 choses. La première, c'est que je suis profondément convaincue que le premier ingrédient, c'est le formateur. La capacité du formateur à créer de l'empathie avec les gens, à donner aux gens envie de les écouter. On a tous eu des moments dans notre scolarité quand on était jeune. Ah, il y a une année, j'ai aimé les maths. L'année suivante, je n'aimais pas les maths. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, Svenia. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai eu une année où j'adorais l'histoire. L'année suivante, je n'aimais pas. Et c'était le professeur qui a fait ça. Donc, en fait, cette capacité que le formateur peut avoir à créer de l'empathie entre lui et les participants, à donner l'envie aux gens de les écouter, je pense que ça, c'est clé. Et souvent, on ne donne pas assez d'importance à ce point. Et donc, j'essaie de former un peu les formateurs sur ce sujet. L'autre, c'est l'impact émotionnel qu'on vit pendant une formation. Moi, je crois beaucoup à l'impact émotionnel positif, à l'effet que ça a, surtout en formation, à l'envie qu'on a ensuite d'appliquer ce qu'on a appris. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent, ça serait un bon débat, mais on ne peut pas parler avec eux, c'est frustrant. Sur l'empathie, l'émotion positive, moi, je vous avoue que je ne crois pas trop à la technique d'apprendre par l'erreur, à faire des exercices où on met les gens dans une situation d'échec, parce que comme ça, ils vont apprendre. Mais des échecs qu'on a dans la vie et dans la formation, moi, je préfère créer des énergies positives pendant que nous sommes ensemble. On demande, je vois qu'il y a des questions. S'il y a un MS HAC Saint-Gobain, oui, il y en a. Vous pouvez me contacter directement si vous voulez échanger à ces sujets. Oui, nous avons un LMS. Je ne vais pas lire les questions tout de suite. Peut-être nous avons le temps pour voir le chat après. Bien sûr, bien sûr. Oui. Tu peux continuer, mais n'hésitez surtout pas les autres à poser des questions. Voilà, tout au long de ce webinaire, on va y répondre au fur et à mesure. Donc continue, Joanne, tes différents éléments. Les ingrédients, je ne sais pas si je suis trop longue, c'est comme vous voulez. Donc, au-delà des émotions, un autre ingrédient pour moi, c'est les méthodes pédagogiques. Là, je ne m'arrête pas parce que j'imagine que toutes les personnes qui sont là, ce sont des experts de la formation et le besoin d'avoir des méthodes pédagogiques engageantes, la gamification et tout ça. Je pense que tout le monde en fait et il faut en faire peut-être plus et voilà, ça fait partie. Une autre chose que je vois souvent ne pas donner assez d'importance, et c'est ce que j'appelle le 4e ingrédient, c'est le fait que je pense qu'il faut, pendant une formation, essayer de pratiquer
les sujets dont on parle. Parce que la plupart des fois, on survole des choses, on apprend des nouveaux concepts, des nouveaux outils. Ben, les gens, ils veulent bien l'appliquer, ils ont l'intention, mais si on n'a pas fait des exercices de mise en situation, c'est souvent difficile d'arriver chez soi et se lancer tout seul. L'autre ingrédient, c'est les autres deux, c'est ceux que la plupart de mes formateurs ne prêtent pas attention. C'est les visuels. Je pense que les visuels, il faut vraiment, vraiment donner beaucoup de soin aux visuels. Et là, nos formations, je pense qu'on est très loin d'être parfaites. Donc, toutes ces horribles PowerPoints qu'on voit tous, c'est un combat quotidien pour moi. Et ça fait partie des choses que je trouve qui aident vraiment à l'ancrage, à l'attention, à la crédibilité de ce qu'on voit, de ce qu'on vit pendant une formation. Puis l'autre chose qui est assez liée aussi, que je vois souvent, les gens ne pas donner le soin, c'est les matériels. Moi, je pense que la qualité du matériel que les gens aperçoivent, soit dans le physique, soit dans le virtuel, des choses qui sont belles, des choses qui ont l'impression d'être bien finies, je pense que ça donne une importance énorme, ça aide à ceux qui nous écoutent à croire en ce qu'on dit. Ça aide à la crédibilité du formateur. Donc, moi, j'essaie de faire beaucoup d'efforts, d'investir aussi dans ça. Pas de petites choses préparées aux dernières minutes, pas des choses mal faites visuellement. Je pense que c'est vraiment… Ça aussi, c'est les codes du marketing hein, qui ressortent. C'est… Je te dis. T'es sûr? Non, mais c'est hyper important. Je suis aussi perfectionniste, on me dit souvent. Je pense que c'est aussi un défaut. Peut-être que j'en fais trop, peut-être, mais… Non, mais tu es passionné et c'est ça qui importe. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles de Unicampus parce que c'est vrai que c'est un format nouveau, c'est quelque chose que tu as créé chez Saint-Gobain et qui est assez extraordinaire. Donc, avec que des formateurs en interne. Donc, tu prends des gens en interne, tu les formes à être de meilleurs et les meilleurs formateurs possibles, les meilleurs pédagogues possibles. Et donc, qu'est-ce que c'est Unicampus? Parle-nous un peu de ce concept, de ce nouveau format que tu as inventé. Bon, nouveau, là, il n'est pas très nouveau. On l'a conçu en 2019 chez Unicampus, chez Saint-Gobain. Mais à vrai dire, je ne sais pas combien de personnes nous écoutent, mais du coup, je vais faire une confidence. Il n'est pas si nouveau dans la mesure où, en vrai, le concept en soi, on l'a inventé en 2012 pour le business dans lequel je travaillais à l'époque. Mais je pense qu'il a été successful et donc du coup on m'a demandé de l'appliquer à tout Saint-Gobain. Donc à vrai dire, et j'ai vu initialement dans ce chat, il y a des amis qui nous écoutent, et il y a des personnes qui ont passé par Saint-Gobain qui sont là aujourd'hui. Et en fait, il faut aussi donner cette honnêteté. Je ne l'ai pas inventé aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années que nous avons… Non, mais c'est quand même assez… Ce que nous avons fait de nouveau en 2019, ça a été d'élargir un concept qui avait bien marché pour un petit business du groupe, élargir à tout le groupe. Donc, rapidement, en quoi ça consiste? Ça consiste, par le passé, nous faisions des formations un peu séparées. Donc, j'avais des formateurs qui voyageaient tout le temps un peu dans le monde entier et qui allaient faire leurs cours. On avait parfois plus qu'un cours par semaine. Moi aussi, je me déplaçais souvent. Et donc, on allait vers les participants, là où ils étaient. Il y avait une chose qu'on voulait beaucoup, c'était de créer des liens plus forts entre les gens de chez Saint-Gobain. Donc, à vrai dire, Unicampus, notre vrai goal, notre vrai objectif, c'est de créer des liens forts, de créer du réseau, de créer du networking entre les gens. Dans un groupe comme Saint-Gobain, avec tant de business différents, avec tant de pays, il y a forcément beaucoup de richesses dans la connaissance que nous avons. Donc, le networking, la création du réseau, cette notion de partage entre les gens, c'est vraiment important. Donc, en fait, cet Unicampus que nous avons créé, c'est presque une excuse. On a trouvé dans la formation une excuse pour créer des événements où on fait du networking et on essaie de créer du réseau entre les gens. Donc, à quoi ça consiste? Au lieu de faire ce que je faisais avant, donc les formateurs qui voyagent tout le temps pour aller faire la formation, on a dit, bon, les formateurs restent là où ils sont et ce sont les participants qui se déplacent.
ce sont les participants qui se déplacent. Donc, du coup, ils se déplacent moins de fois. Parce que du coup, les formateurs, on avait des formations tout le temps, et ben, on a commencé à organiser des grands événements 6-7 fois dans l'année. Et donc, c'est quoi un camp? Donc, le mot Unicampus, c'est lié au concept ou le format où on livre les cours, c'est pendant un camp. Un camp, c'est plusieurs cours simultanés au même endroit, dans le même environnement, physique ou virtuel, mais le même environnement. Donc, c'est un peu comme à l'école. Nous avons les différentes personnes qui viennent pour les différentes classes et après, il y a la cour de récréation. Et là, à la cour de récréation, nous allons rassembler toutes les personnes qui sont présentes pour faire plein d'activités qui vont aider les gens à se connaître, des activités liées à des choses qui sont importantes pour toutes les personnes de Saint-Gobain. Donc, on peut injecter de la culture de l'entreprise, on va injecter des sujets du moment qui sont importants et donc on peut toucher du coup dans un événement un très grand nombre de personnes. Donc, voilà, ça crée vraiment de la cohésion, ça crée une vraie cohésion entre les équipes, entre des gens qui ne travaillent pas forcément dans les mêmes départements, dans les mêmes équipes et qui se retrouvent pour un camp. Et pendant quoi? Ça dure une semaine, quelques jours? Combien de temps ça dure? Un camp dure une semaine. Donc, la plupart de nos cours sont de 2 jours. Donc, on se dit, on va diviser le camp en 2 morceaux. Donc, au début de la semaine, il y a un set de cours qui sont simultanés. Par exemple, 20 cours simultanés au début de la semaine et deuxième partie de la semaine, un autre groupe de 20 cours qui sont simultanés. Donc, du coup, les participants, comme il y en a beaucoup de cours, en général, j'essaie de concevoir un programme pour un job donné, il y a plusieurs cours qui sont intéressantes en première partie et deuxième partie du camp. Et donc, du coup, les personnes se déplacent, ils peuvent faire 2 cours dans la même semaine. Et donc, du point de vue optimisation, on optimise le coût de voyage. Du point de vue aussi préoccupation environnementale avec tous nos déplacements, on optimise. Et donc, les participants font 2 cours pendant une semaine. Et ben, ils en bénéficient aussi de toutes ces activités que du coup, on fait pendant la semaine. Donc, peut-être juste un petit point sur ces activités. Ce sont, par exemple, le matin, toutes les cours commencent à 8 heures du matin. Et à 10h15, il y a la pause café. Au lieu de faire une pause café, nous avons inventé le Uni Bazar. C'est un moment dans lequel toutes les gens vont se réunir autour d'une espèce de foire, un bazar, qui change tous les jours. Donc, les thématiques sont différentes. Et là, les collègues sont en train de prendre la pause, manger son croissant, boire son café. Mais il y a des activités très sympathiques avec des stands qui leur montrent des choses intéressantes qui se passent dans le monde de Saint-Gobain. Le soir, après les cours, nous avons des activités. Ça va être le Unitapas, Uni Happy Hour. On essaie de trouver des noms qui sont attractifs. Mais en fait, les activités, elles partagent toujours des choses liées à Saint-Gobain. Et en même temps, les gens vont vraiment vivre une expérience où ils sont obligés de discuter avec la personne qui est à côté d'eux dans ce moment-là, que ce n'était pas prévu. Et là, on espère qu'ils fassent la création d'un point de lien. C'est génial. Mais j'ai participé, non? J'ai participé à un de tes camps, c'était à The Camp. Là où on s'est rencontrés. Oui, tu as participé. Ce que tu as participé, ce n'était pas un camp pour mes formateurs, pour mes participants. C'est qu'un jour, je me suis dit, mes pauvres formateurs, ils participent à un camp. Dans le camp, dans les 16 activités en commun, je leur demande de travailler. Par exemple, le soir, on fait le Univegas. Univegas, c'est un casino Saint-Gobain où les gens vont jouer, ils arrivent, ils jouent. On fait vraiment la simulation d'un casino. Ils vont jouer à des jeux différents, chaque jeu lié à Saint-Gobain. Donc, ils vont apprendre des choses. Et moi, il me faut des croupiers pour mon casino. Donc, je demande à mes formateurs de travailler. Donc, mes formateurs, ils commencent le cours à 8 heures du matin. Ils vont travailler toute la journée. Ils vont faire encore un casino le soir. Donc, j'essaie aussi de faire des cadeaux aux formateurs. Et c'est à ce que tu as participé, Svenja, c'était un cadeau que j'avais fait pour les formateurs. Je me suis dit, un jour, au lieu de faire des formations, parce que j'essaie de faire la formation des formateurs, un jour, j'ai eu l'idée de faire un camp pour les formateurs. Et donc là, ce jour-là, je me disais, c'est un cadeau pour vous, vous allez apprendre et vous n'allez pas travailler, vous êtes là pour recevoir le cadeau.
Et donc, du coup, j'ai fait appel à des experts externes, donc, dont toi. C'est là on s'est rencontrés. Parce que ce jour-là, je n'avais pas ma main-d'œuvre habituelle, c'est mes formateurs. Donc, je me suis entourée d'experts pour faire un camp pour mes formateurs. Génial, génial. Mais il y avait une sacrée ambiance comme dans tous les Unicamp. J'ai l'impression que vraiment tu as arrivé en fait, à créer presque une ambiance de fête quoi, autour du learning. Tu célèbres le learning et ça devient une fête et ça devient quelque chose d'assez exceptionnel. Un cadeau, même pour les collaborateurs, c'est un cadeau de se former lors de ces Unicamp. Donc, tu as quand même réussi un pari, je trouve, qui est assez dingue, quoi, parce que quand tu es envoyé dans un Unicamp, c'est un honneur et d'ailleurs, tout le monde ne peut pas y accéder. Et donc, tu as créé une espèce de FOMO, Fear of Missing Out. Comment tu as fait pour créer cette envie de participer et de dire, bah non, c'est limité. Évidemment, tout le monde ne peut pas participer à un Unicamp. Comment tu as créé cette FOMO, si je puis dire? Bon, alors j'ai envie de prendre plusieurs des mots que tu as dit. La première chose, c'est la motivation. C'est presque quelque chose que j'enseigne souvent de calme, parce qu'il ne faut pas que les managers aient l'impression qu'il n'y a que du fun. Parce que ça peut donner l'impression, en effet, les images qu'on voit d'Unicampus sont assez festives souvent. Et ça peut, donc, je passe beaucoup de temps moi-même à donner des explications internement parce qu'en fait, le fun, il est là et je veux avoir la tranquillité pour dire oui, il est là. Moi, je dis souvent dans la Welcome Session, le slogan, c'est « Learn, share and have fun ». Donc, oui, le fun, il est là. Mais le fun, il est là au service de l'objectif final. Parce que moi, ce que je veux, c'est que les gens partagent. Et je veux que les gens partagent ouvertement. Et quand on partage ouvertement, il faut qu'on parle de nos succès, mais aussi peut-être de nos failles et de ce qui ne va pas. Et donc, si on n'a pas un environnement qui est très sain, convivial, très sympa, on va juste savoir la partie la plus intéressante et celle qui ne fait pas peur, c'est mes succès et personne parle de mes failures. Et c'est aussi le fait de donner une place à tout le monde, même ceux qui sont moins démonstratifs. Il y a des personnes qui sont très talkatives, qui sont plus ambitieux peut-être, et qui ont tendance à s'exprimer beaucoup, et ceux qui ne le sont pas. Donc, ce côté de convivialité des événements, c'est pour assurer aussi que tout le monde s'exprime et qu'il y a vraiment, indépendamment de la nature de chacun, à la fin, on se sent tous dans un environnement qui est très sécurisé et on peut vraiment tous partager. Mes petits points d'alerte sur cette notion de fun, pour être assez pédagogue, et je passe beaucoup de temps parfois à expliquer le pourquoi. Bien sûr. Le fun est important et bon, quand on l'a compris, je pense qu'on l'accepte, mais bien sûr. En termes de communication, je pense que c'est très important. Oui, et puis comme tu dis très bien, c'est le fun au service du partage, au service de l'apprentissage. On sait aujourd'hui que notre cerveau, il apprend quand il est stimulé, quand il y a des émotions fortes. Il n'apprend pas dans un setup où on est tous là à se tourner les pouces, à s'ennuyer. Et ça, c'est prouvé par les neurosciences aujourd'hui. Donc, toi, ça, tu l'as très bien compris. Tu rends l'expérience complètement inoubliable, quoi. Enfin, c'est le total package de dire, bah oui, il y aura du fun, mais au service d'une ambiance qu'on crée pour que les gens se sentent à l'aise pour partager leur savoir les uns avec les autres et pour se faire, pour grandir en fait en tant que professionnel. C'est assez extraordinaire. Et donc, tu as commencé en présentiel. Donc, c'était vraiment des grands voyages où les gens venaient du monde entier, se rassemblaient pendant une semaine. Avec le Covid, tu as dû faire des camps qui soient complètement online. Comment tu as réussi le challenge à garder ce fun, justement, cette ambiance de confiance, de bienveillance, alors que le format est passé en 100% online? Ça, c'est très difficile. Hein. C'est vraiment un vrai challenge et j'aimerais bien qu'on puisse partager avec ceux qui nous écoutent. J'aimerais bien aussi avoir l'avis des autres sur ce sujet. Pour moi, c'est une vraie thématique de réflexion constante, le virtuel. Donc, nous avons fait le premier camp virtuel en avril 2020. Nous avions un camp prévu aux OS en mars. Donc, j'avais la valise prête et mes formateurs aussi. Donc, on allait partir un vendredi.
Ouais, je ne sais plus la date, mais le Covid nous tombe dessus. Et donc, j'ai annulé un camp aux dernières minutes avec 30 formateurs qui étaient prévus. Bon, c'était le drame. Et donc, mon instinct de survie à cette époque m'a fait pousser à dire il faut qu'on se réinvente tout de suite, il faut inventer un concept des camps en virtuel. Et donc, pas de recette magique là-dessus. Ma première intuition, c'était d'imaginer, je fais ça comment, avec qui. Et donc, je me suis dit, je vais faire avec les gens qui font le camp présentiel déjà avec moi. Moi, je travaille avec une agence externe qui m'aide à la production des événements. Et donc, eux, ils avaient zéro expérience dans le virtuel. Et mon intuition, c'est qu'on faisait des choses bien faites en présentiel. Et donc, je leur ai posé la question, est-ce que vous voulez qu'on se transforme ensemble, là, tout de suite? Et voilà, on a essayé de s'entourer d'experts dans le virtuel, mais après, nous avons fait, je dirais, Svenja, obsédé avec cette idée de dire ce que je fais en virtuel, c'est comme ce que je fais en présentiel. Quand j'explique le concept d'un camp, j'ai une petite présentation qui présente c'est quoi un Unicampus et c'est quoi un concept d'un camp. En fait, je ne dis pas tout de suite si c'est virtuel ou pas, ou si c'est présentiel. Donc, à chaque fois, les gens, à un moment, arrivent et disent « Mais excusez-moi, votre concept, il est en présentiel ou en virtuel ?» Et je réponds toujours « Peu importe. Le concept, les objectifs sont les mêmes. » Après, il y a deux formats. On les fait en virtuel, on les fait en présentiel. Donc, aujourd'hui, moi, mon souhait pour l'avenir, c'est quand même de garder un peu de virtuel. Je pense que nos collaborateurs, ils sont fatigués du virtuel. On a tous envie d'être plus proches, plus connectés ensemble. J'aurais bien être avec toi aujourd'hui dans un amphi devant les personnes qui nous écoutent. Ça aurait été beaucoup plus sympa, mais il y a la question des coûts, il y a la question des déplacements que certains d'entre nous ne peuvent pas faire. Il y a la question environnementale des voyages. Il y a tellement d'avantages dans le virtuel que moi, ce que je voudrais, c'est continuer à avoir un écosystème dans lequel nous pouvons faire les deux, le virtuel et le présentiel. Mais ta question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit bien virtuel? Donc, moi, ce que j'essaie toujours de comprendre en virtuel, et aujourd'hui, c'est une souffrance énorme pour moi, c'est que je ne sais pas si les gens nous écoutent encore. Donc, moi, c'est mon obsession quand je fais un événement virtuel, il faut qu'on essaie de comprendre si les gens sont là. Donc, je pense que tout ce qu'on dit dans le présentiel est applicable. Ce sont les mêmes règles d'heure. Et j'avais commencé pour dire que mon premier ingrédient d'une formation réussite est le formateur. Alors, le formateur, il doit mettre un package d'efforts qui sont encore plus épuisantes dans le virtuel pour ses capacités de communication dans ces machines. Ça, pour moi, c'est le clé. Combien de fois on voit des événements virtuels dans lesquels personne n'ouvre la caméra ou dans lesquels on a le formateur qui regarde en haut. Tout à l'heure, on s'est connectés toutes les deux. Je te demandais, tu me vois comment et le background. Et je pense que tout ça, c'est important. Ce que les gens voient, donc comment ça se passe. Et qu'on essaie de passer les émotions positives aussi via ces événements virtuels. Parce que il y a un moment où le virtuel, c'est déshabiller des relations humaines. Donc, je pense qu'il faut vraiment capitaliser pour que dans les événements virtuels, l'humain soit encore plus présent parce qu'il nous manque. Je suis tout à fait d'accord. Comment tu fais pour recréer la partie fun, la partie interaction sociale, la partie Uni Casino, etc. Est-ce que tu arrives à répliquer certaines de ces choses-là en distanciel? On essaye. Évidemment, c'est pas si intense. On peut pas dire que c'est pareil parce que ce n'est pas. Ça serait mentir. Mais oui, on essaye. On a fait, par exemple, je vais dire des choses un peu décalées que nous avons essayé. On a composé l'hymne Unicampus dans un camp à distance. On a fait un workshop avec les gens dans lesquels on participe, chacun avec les mots pour composer le titre d'une chanson. On a composé une chanson et on l'a chantée ensemble. On a collé les morceaux. Technologiquement, aujourd'hui, il y a des choses qui sont possibles de faire. Donc ça, c'est un exemple. Oui, j'essaie de faire mon casino tout de même, où
là, dans ce petit casino, on n'a pas de technologie très importante, mais c'est l'énergie du formateur. C'est la petite intelligence de dire, bah, et comment on engage avec les gens. Le problème du virtuel, c'est que c'est one-to-all. Donc, moi, j'essaie de faire toujours des moments où les gens peuvent s'exprimer. Les moments où les gens se sentent mon casino, je ne le fais pas avec un outil où les gens ne peuvent pas parler, par exemple. Comme ça, il a des outils de vote, etc. Mais du coup, on parle, on rigole ensemble. Et ça, on dirait que dans le virtuel, on s'interdit de faire ça. On a pris le virtuel comme étant une contrainte et on l'a déshabillé des émotions. L'autre chose, c'est, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer d'innover. Donc, j'ai testé des choses super risquées, mais je me suis dit, bah, si on ne teste pas, on ne pourra pas savoir si ça marche ou pas. Et dans le virtuel, je pense qu'on peut se permettre de prendre plus de risques parce qu'en général, c'est moins cher. Donc, cette notion de dire, bah, dans le virtuel, tester, à innover, à tester des choses nouvelles, des dynamiques complètement parfois un peu délirantes qu'on n'a jamais testées, parce que de toute manière, c'est pas super cher. Donc, on peut peut-être aller plus loin dans cette notion de risque. Oui, complètement d'accord. Il faut être créatif, hein, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire en virtuel. Je veux dire, moi, j'ai vu des team building virtuels, mais complètement fous. Enfin, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais il faut avoir un petit peu d'imagination et de créativité. Mais tout est possible, quoi. Vraiment, tout est possible. Combien de personnes participent au Unicampus? Bah, au total, nous sommes, je pense, aux alentours de 2000 dans l'année. Dans un camp, ça peut être... Dans un camp, nous avons déjà eu le plus grand camp à toujours. Je crois que nous avons dépassé les 600 personnes en virtuel. En présentiel, c'est beaucoup plus petit, évidemment. Le plus grand, ça doit être autour de 300 et quelques. En moyenne, mon avis, c'est qu'un camp à 600 personnes, c'est quand même trop pour créer du lien. Donc, je préfère des camps à 300 personnes. Là, je pense que c'est plus facile. Il y a des moments où chacun a pu s'exprimer. Et voilà, après, je pense qu'il faut ne pas avoir peur aussi des failles technologiques, en fait. On est très dépendante de la technologie. Donc, il faut apprendre à gérer le stress du digital et des outils que nous ne maîtrisons pas totalement pour avoir un levier de prise de risque plus importante, pour qu'on ait moins de peur de prendre des risques à tester des nouvelles choses. C'est de dire, OK, je suis en charge pour que ça se fasse bien. Je vais mettre toute mon énergie en amont pour que ça se passe bien. Puis, à un moment où je dis, bah là, aujourd'hui, on est live, je ne suis pas responsable s'il y a une faille technologique. Donc, ça, je pense que cette mindset, il est aussi très important pour qu'on ose de tester des nouvelles choses. Absolument. Oser expérimenter, tester des nouveaux formats. Absolument d'accord. Absolument d'accord. Et est-ce que, justement, on parlait de ces trois grandes étapes, l'amont, le pendant et l'aval. Est-ce que toi, en aval, tu remarques que les gens deviennent des ambassadeurs, finalement, des camps et qu'ils en parlent autour d'eux? Comment tu fais pour, justement, utiliser tous ces apprenants qui sont passés par les Unicamps et comment tu fais pour en faire des ambassadeurs pour qu'ils en parlent autour d'eux? Moi, tout à l'heure, dans la première question que tu m'as posée sur la communication, en fait, je voulais parler du bouche à oreille crié par les gens qui sont venus, parce que je crois que en termes de communication, ça, c'est vraiment très fort. C'est pas que le marketing qu'on y met. Bon, faut mettre un peu de mise en forme, mais après, c'est la véracité de ce qui se passe quand les gens viennent qui compte vraiment pour de vrai. Et bah oui, j'essaie d'utiliser les collègues qui sont contents et puis ceux qui ne sont pas aussi pour essayer de comprendre. S'il y a quelqu'un qui n'est pas content, pour moi, ça c'est d'une valeur extrême de comprendre pourquoi. Mais bon, bah, qu'est-ce qu'on fait pour que on fait des entretiens, très souvent, des entretiens filmés. Je demande aux collègues de témoigner. Donc, pendant toutes les camps, à chaque fois, pendant un camp, il y a toujours une équipe qui fait de la vidéo et on fait plein d'entretiens aux gens. Ben, s'ils nous disent qu'ils ne sont pas contents, c'est génial. Donc, du coup, je vais apprendre, je vais m'améliorer pour que le suivant soit meilleur. Et quand ils disent des choses sympathiques, ben, on va les intégrer dans des films que nous faisons. Donc, on utilise beaucoup nos collègues qui veulent témoigner comme un véhicule de promotion.
On anime aussi nos réseaux internes, on communique beaucoup dans notre intranet, dans nos réseaux sociaux internes sur Unicampus. Après, des petites choses plus à la marketing, comme tu dis, c'est peut-être un tout petit peu d'investir dans les goodies où les gens sont fiers. Donc, un peu de choses un peu originales ou avec beaucoup de qualité qu'on va porter à la fin d'un camp et que les gens disent, j'étais à un camp Unicampus. Il a aussi une carte de fidélité. Donc, nous avons inventé un système de carte de fidélité avec collecte de points pour ceux qui participent aux activités, les gagnants des challenges. Et donc, du coup, ça crée un petit buzz autour de la carte fidélité parce que du coup, il a une formation gratuite pour, bon, bref, un système de carte de fidélité. Génial, génial. On l'appelle le Unicamper Hero Card. Donc, ils sont des héros, les gens qui viennent à Unicampus. On les considère des héros. Donc, ça aussi, dans la verbalisation de ce qu'on pense d'eux, ils sont nos héros. Je ne sais pas la manière dont je prononce le mot, désolée pour l'accent. Je sais que souvent, on ne comprend pas ce que je veux dire. Non, c'est parfait. Donc, bon, voilà le type de choses qu'on fait pour que nos collaborateurs deviennent des ambassadeurs. Est-ce que tu as un NPS? Est-ce que tu peux nous partager tes métriques de satisfaction ou peut-être comment tu mesures finalement l'impact de cette action de formation Unicampus et comment tu mesures la satisfaction des collaborateurs? Je ne sais pas si tu peux nous partager leur satisfaction. Oui, je serais même intéressée d'avoir des infos de benchmark. Donc, ceux qui veulent partager avec moi vos mesures, je serais super ravie de connaître. Donc, nous, on fait par défaut, de manière systématique, il y a Evaluation on the Spot et donc à la fin de la formation, à chaud, quand on finit, c'est le formateur qui la mesure. Donc, il a une évaluation. Je demande pour la petite pratique, je trouve que c'est super intéressant d'abord que le participant, il s'exprime par écrit individuellement. Et puis après, il y a ce que j'appelle, je dis aux formateurs, prenez le temps de vos 5 minutes of glory, les 5 minutes d'autosatisfaction, prenez le temps de les écouter. Donc, ayez un débrief, écoutez ce que les gens ont à dire. Si c'est un feedback de quelque chose que c'est à améliorer, c'est un cadeau. Donc, j'essaie de stimuler beaucoup cette idée, feedback is a gift. Si c'est quelque chose de négatif, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez avoir parce que vous pouvez corriger ce qui ne va pas. Et donc, ça, c'est la première notion où il y a une évaluation faite par les participants écrite dans un système et après un débrief oral avec le formateur. Et je trouve que c'est important que ça soit dans cet ordre. Parce que si on fait d'abord le débrief oral, ben, en général, les gens sont quand même sympathiques. Ils vont tous enchaîner. Ah, c'était sympa, c'était bien, c'est merci. Hein. Et on ne capte pas le vrai gift qui est le feedback négatif. Donc, tu fais ça en même temps, c'est-à-dire que tu leur demandes à la fin de la formation de répondre à un questionnaire en ligne, donc sur place, pendant la formation, à la fin, et ensuite de faire un feedback oral. Oui, on fait toujours, c'est ce que je préconise aux formateurs dans cet ordre. Je trouve que cet ordre, elle est vraiment riche parce que du coup, c'est 5 minutes. Hein, on remplit un questionnaire super rapide de 5 minutes. Il y a 5 minutes de silence. Bon, on mange des bonbons et les gens remplissent le questionnaire et ensuite on s'exprime. Et là, on va avoir plus de diversité dans l'expression parce que les gens ne sont pas influencés de ce qu'ils ont entendu de l'autre. Parce que sinon, ça va tomber de merci, c'était super, voilà, et on a peu de feedback de choses qu'on peut améliorer. Après, je fais aussi systématique. Après le camp, je fais une évaluation à froid, 2 semaines après que les gens sont chez eux. Donc là, on a fini l'émotion positive du moment. On l'a pu. On a pu le formateur devant nous. On est dans le fil du job, d'un noyer parce qu'on a un retard, parce qu'on a passé une semaine absente du bureau. Et là, ça m'intéresse. Ce feedback, pour moi, il est plus important. Ce que les gens disent une fois qu'ils sont rentrés chez eux. Et là, je fais du coup, on fait une enquête et puis on fait un rapport d'activité. À chaque fois, ça c'est une chose que on met beaucoup d'énergie, c'est mon équipe, on le fait nous-mêmes, on ne sous-traite pas. Donc, on pourrait sous-traiter ce type de service, mais on décide de le faire nous-mêmes. On analyse les résultats et on crée un rapport d'un camp qui a plusieurs pages
et qui est du coup partagé avec les formateurs. Et je trouve que cette notion de partage, rendre un peu public les résultats, ça nous pousse tous à améliorer parce que oui, on va comparer les cours, bah oui. Évidemment, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je prends soin de discuter avec les gens en amont pour ne pas blesser des formateurs qui ont beaucoup travaillé et qui se retrouvent avec une note qui n'est pas la moins bonne. Mais je pense que le partage de ces résultats d'une manière systématique, c'est intéressant. Et ben, je peux partager, parce que tu as posé une question quand même, je mesure deux choses. Une, c'est la satisfaction. Et ça, je mesure dans une échelle de 1 à 6, où 6, c'est extremely satisfied, et 5, c'est, pardon, je parle souvent en anglais, 5, c'est le très satisfait. Et donc, il y a plein de critères, plein de choses qu'on évalue, mais sur cette échelle de satisfaction, plein de critères d'évaluation, mais toujours sur cette échelle. Et moi, j'estime que notre objectif, c'est le 5. Very, très satisfait. Et donc, à chaque fois que sur un critère, on est en dessous de 5, ben, on essaie d'explorer avec les formateurs, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour pousser ça vers le haut. Donc, ça, c'est l'échelle de satisfaction. Et après, j'ai les NPS. Et ben, les NPS, je peux partager avec toi, là, tout de suite, les NPS des camps. Nous sommes aux alentours de 80 pour les camps physiques. Ça dépasse souvent, parfois un peu 79, mais c'est aux alentours de 80. On a déjà eu 85 de NPS. Et pour les camps virtuels, c'est un peu plus bas. C'est aux alentours de 60. Donc, s'il y a des témoignages de NPS que vous pourriez partager même dans le chat, je serais ravie de lire. Est-ce que mes NPS sont beaux ou pas? 80, c'est très bon. Hein. Moi, je connais très peu de formations qui arrivent à avoir un NPS de 80. C'est excellent. Après, le en ligne, c'est un vrai challenge hein, parce que c'est vrai que ton expérience, enfin, je veux dire, Unicampus, c'est une expérience en soi, c'est une expérience sociale. C'est voilà, une expérience de bonding. Et donc, forcément, en ligne, c'est plus challengeant, mais quand même, je trouve que vous avez créé des formats en ligne qui sont hyper innovants et fun, justement. Donc, mais ça reste différent. C'est sûr que ça reste différent. Malheureusement, tu ne pourras jamais remplacer le présentiel, quoi. C'est différent. Mais en tout cas, je suis assez impressionnée parce que c'est des NPS qui sont très hauts pour un secteur. Bon, la formation, c'est souvent très compliqué d'avoir des NPS au-dessus de 50. Hein. Donc vraiment, bravo pour ça. Et merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Vraiment, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai encore appris plein de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat, à nous poser toutes les questions que vous pouvez avoir. Et voilà, on est là pour ça. Johanna est là pour ça, pour répondre à vos questions. Donc, ne soyez pas timides et posez-nous vos questions. Et en attendant, j'aimerais vous présenter notre programme Love Learning, qui est un programme créé par Maria Schools que j'ai la chance d'animer. Donc, je vais vous en parler un peu plus en détail et vous raconter un petit peu la genèse de cette belle action de formation. Est-ce que, Alice, tu pourrais nous partager les slides si tu es là, Alice? Nous faire un petit partage de slides. Hop là, super, merci beaucoup. Alors, Love Learning, c'est un programme de formation qui dure 16 heures. C'est une formation qui peut être soit en ligne, soit sur le campus Maria dans le 1er arrondissement à Paris. Et c'est un programme sur, réinventer la fonction L&D. Comment on fait pour former nos équipes L&D et faire en sorte finalement que on ait envie de se former et qu'on ait envie d'apprendre. Et donc, les équipes L&D, elles doivent aussi se former parce que souvent, c'est les parents pauvres de la formation et c'est ceux qu'on forme le moins, les équipes L&D. Et donc, vraiment, c'est un programme, Love Learning, qui a été créé pour ça, pour aider les équipes L&D à se former et à devenir, devenir meilleurs, si je puis me permettre. Donc, c'est vraiment, le learning doit être la première priorité. Et ça, on le sait, on le sait de plus en plus. C'est-à-dire que les compétences aujourd'hui changent extrêmement rapidement. On dit aujourd'hui que la durée de vie d'une compétence est entre 3 et 4 ans avant qu'elle devienne obsolète. Donc, on doit être sur le front et proposer des formations tout au long de la vie d'un collaborateur et pas que n'importe quelle formation. Il faut que ces formations soient
engageantes, soit des formations qui donnent envie, qui engagent les collaborateurs. Il ne faut pas que ce soit passif. Donc, comment on fait pour designer une formation qui ait vraiment un sens et qui donne envie aux gens non seulement de s'inscrire, mais aussi de participer, de partager et d'y mettre tout leur cœur. L'idée aussi avec ce programme, c'est de favoriser un esprit de communauté, donc vraiment créer une communauté entre professionnels du L&D pour qu'ils se partagent leurs bonnes pratiques. Toi, tu fais comment pour le marketing? Ah, mais super, moi, je fais comme ça, et d'apprendre des uns des autres. Et ensuite, évidemment, la première chose, c'est maîtriser les fondamentaux des neurosciences, par exemple. Comment on fait pour créer une expérience d'apprentissage qui va avoir un vrai impact sur la rétention des apprenants. Et donc, du coup, voilà, c'est quatre grands blocs qui vont durer une demi-journée à une journée, ça dépend, et qui peuvent durer sur 6 mois, sur 8 mois. Et en tout, c'est 16 heures. 16 heures de formation. Et donc, c'est extrêmement intéressant de voir que on commence avec la stratégie pédagogique. C'est quoi une bonne pédagogie? Comment on fait pour créer? Donc là, c'est vraiment du design, du learning design. Ensuite, on va aller sur le care. Comment on va créer une expérience qui parle aux gens, en fait, où ils auront envie de s'inscrire, où ils se retrouvent et créer cette vraie communauté entre apprenants. Ensuite, on va parler du marketing de la formation parce que c'est le nerf de la guerre, comme on l'a vu aujourd'hui. Et ensuite, la dernière session, c'est vraiment imaginer le futur du learning, à quoi ça va ressembler, quelle technologie utiliser aujourd'hui, demain, comment se préparer au futur du learning. Voilà. Donc, c'est un programme, on va vous envoyer un petit lien vers le programme Love Learning. Si vous avez envie de vous inscrire, d'inscrire vos équipes, n'hésitez surtout pas à contacter Maria Schools, à me contacter moi si vous avez des questions sur LinkedIn. N'hésitez surtout pas, on est là pour ça. Je vois qu'il y a quelques petits messages dans le chat. Merci, super enrichissant. Je vais partager avec mon service RH. Merci pour ce feedback. On suit le feedback, mais pas au point de le valoriser comme proposé par Johanna. Merci, Lucille. Merci pour vos commentaires dans le chat. Et surtout, merci à toi, Johanna, parce que vraiment, tu nous as appris plein de choses aujourd'hui. Tu as partagé ton expérience. Et moi, j'ai trouvé ça très enrichissant de t'écouter. Donc, merci à toi pour ton temps. N'hésitez pas à rester en contact avec Johanna et moi sur LinkedIn. Vous nous trouverez si vous avez d'autres questions. On est là pour y répondre. Merci beaucoup à tous.